c'est pour ça que la politique, moi j'ai un regard assez distancié, parce que je me dis finalement, les politiques, ils n'ont pas agi quand ils devaient agir. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on devait limiter. C'est à ce moment-là qu'il fallait limiter les gaz à effet de serre, les effets de CO2, etc. Ce sont des gens qui ont renoncé, en fait, parce qu'ils savaient tout. Les scientifiques leur disaient tout. Et par opportunisme ou par fainéantise, ils n'ont rien fait, quoi. Donc c'est pour ça que moi, j'ai renoncé à la politique, parce que je pense qu'on a été trahis collectivement par l'ensemble des gouvernements du monde. Bonjour Tanguy. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors je suis Tanguy Pastureau, humoriste, chroniqueur. Depuis peu je fais des spectacles et je parle de l'actualité, de la société et puis de moi parfois, enfin d'un petit peu tout. Donc à la télé, à la radio ? À la télé, à la radio, alors à la télé plus actuellement, parce que ma dernière expérience c'était Les Terriens d'Ardisson et ça s'est arrêté. À la radio je continue sur France Inter depuis c'est ma 5e saison sur France Inter. Avant j'ai fait RTL, des petites radios, je suis venu à la radio par le biais des radios associatives, du monde associatif. Et aujourd'hui je me retrouve dans des grandes radios nationales, donc c'est un rêve, quoi. Alors en 2012 notamment, tu confiais préparer un livre de portraits des candidats à la présidentielle, ce qui est une excellente idée. Oui. Est-ce que tu as pu finaliser ce livre ou est-ce que tu l'as reporté au calendrier grec ? Alors non, je l'ai fait en 2012, il est sorti chez Michel Lafon. En fait, c'était je jouais le rôle en quelque sorte d'un entraîneur en fait de politique. Donc je donnais les bons et les mauvais points de chaque candidat en leur expliquant, c'était une sorte de guide, en leur expliquant ce qu'il fallait qu'ils fassent mieux pour conquérir le pays, quoi. Donc voilà, c'est sorti. Après, c'était une époque où j'étais pas forcément encore très très connu ni quoi que ce soit. Donc voilà, le livre, je sais pas ce qu'il a donné exactement. Après, j'ai fait un autre recueil de chroniques sur la Macronie. Et voilà, on en est resté là. Mais en tout cas, moi, je m'intéresse depuis toujours à la politique, même petit. Voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment, enfin, qui m'habite depuis toujours, parce que mes parents étaient très politisés, on va dire. Et on avait ça dans la famille, quoi. Quelle est ton idée générale, notamment sur ce qu'on appelle la Macronie aujourd'hui, à quelques mois de la fin, peut-être un nouveau départ pour cette même Macronie ? J'ai l'impression qu'en fait, on sait toujours pas vraiment ce que c'est. C'est-à-dire que certains définissent ça comme une sorte de centrisme un peu renouvelé, d'autres comme le règne de Wall Street sur la société, d'autres comme un truc un peu mou. En fait, on sait pas vraiment ce que c'est la Macronie. Et j'ai l'impression que Emmanuel Macron lui-même se redéfinit quasiment tous les ans. Et il incarne un nouveau personnage un petit peu en fonction de ce qui se passe dans l'actualité. C'est un type qui est assez mouvant, quoi, finalement. Par rapport à d'autres gens, si vous prenez Jean-Luc Mélenchon, il est monolithique, il dit la même chose quasiment depuis 10-15 ans, il a le même programme, il n'en change pas spécialement, mais il a une vraie personnalité et il bouge pas. Macron, on a l'impression qu'il bouge en permanence en fait, donc il est assez insaisissable et il sait s'adapter, c'est une sorte de caméléon, sauf qu'il n'attrape pas les mouches avec sa langue, mais c'est à peu près tout. Et encore, je ne connais pas sa vie privée bien sûr, mais il se peut qu'il fasse ce genre de choses. Est-ce que le fait que ce soit, comme tu le dis, un caméléon reflète quelque part la société actuelle qui a tendance, un peu au gré du vent, de s'adapter aux nouvelles époques, aux nouvelles tendances, aux nouveaux faits de société ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je pense que c'est une société composée de gens qui, pour la plupart, n'ont pas d'idéaux très importants, quoi. Donc qui peuvent passer d'une idée à l'autre assez rapidement, et on le voit finalement à chaque élection présidentielle. Il y a un candidat surprise qui peut arriver comme ça et conquérir les gens en quasiment 3 semaines, quoi. Donc, ou 3 mois peut-être, allez. Mais en tout cas, ça se fait toujours très vite parce que tout le monde est aujourd'hui finalement capable d'adopter une nouvelle idée très très rapidement et se dire ah bah oui, c'est lui, j'y avais pas pensé, mais bon. Pourquoi pas ? Alors qu'avant, finalement, moi, j'ai vraiment l'impression de famille politique. Chez mes parents, par exemple, on était vraiment d'extrême gauche. Ce sont des gens qui sont toujours d'extrême gauche et qui n'en bougent pas et qui n'en bougeront pas. Les familles communistes, les grands-parents étaient communistes, les parents étaient communistes, les enfants étaient communistes. Maintenant, tout ça bouge énormément. Il n'y a pas dans une famille, je pense, une personne qui pense, enfin, qui vit la politique de la même manière qu'une autre. Et ça, c'est assez nouveau, quoi. Ton engagement politique ou pas, on y reviendra après notamment parce que c'est très intéressant. Ouais. La célébrité ne sert à rien, l'anonymat c'est une condition sinon essentielle ou nécessaire pour mener une bonne vie. C'est en substance un peu ce que tu dis notamment dans ton spectacle. Oui. Est-ce que la célébrité peut être vraiment une plaie à l'heure où de plus en plus de personnes, jeunes notamment, cherchent cette célébrité-là ?
Bah, moi, non, en fait, je pense qu'il faut pas la chercher. Je pense qu'elle vient si à un moment il y a du travail, que ce travail touche les gens et qu'à un moment il se passe quelque chose, il y a un déclic qui se fait, une rencontre quoi entre quelqu'un et le public. Voilà. Donc là, la célébrité, elle vient. Mais vous savez, moi, j'ai grandi dans les années 90 finalement où c'était, j'écoutais les groupes de grunge. En fait, c'était que des gens qui étaient dévastés par la célébrité, qui se mettaient une balle dans la tête dès qu'ils devenaient célèbres, parce que ce qu'ils voulaient eux, c'était faire de la musique et pas justement du tout s'adonner à tout ça. Et après, bah, il y a voilà, il y a la télé-réalité qui est arrivée là-dessus, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux. Enfin, vraiment, le monde a changé. Aujourd'hui, on cherche la célébrité pour la célébrité. Il y a des tas de gens, on peut pas vraiment dire ce qu'ils font, mais bon, ils sont plus ou moins célèbres, quoi. Voilà, donc ça a beaucoup changé. Et effectivement, dans mon spectacle, mais c'est un pied de nez, quoi. Je dis qu'il faut pas devenir célèbre, que les gens seraient, voilà, qu'on est plus heureux anonyme. Je le pense en partie. Et à la fois, la célébrité que moi je n'ai pas, je me considère comme à moitié célèbre finalement, peut amener aussi à faire des, voilà, à enchaîner sur d'autres projets, à avoir de nouveaux contacts, à voilà, enquiller sur de nouvelles choses. Donc c'est pas non plus un enfer, mais en tout cas, je pense qu'il faut pas courir après, quoi. Donc, si je te comprends bien, contrairement aux années 90, il y a moins d'œuvres et plus d'images Ah bah aujourd'hui. oui. Ouais, énormément, oui, oui, bien sûr. Et à la fois, parfois, cette image est une forme d'œuvre. Voilà, quand on suit effectivement le parcours de certaines influenceuses lascives à Dubaï sur les plages entourées de méduses mortes, bah, je trouve qu'il y a un côté artistique parfois qui est, voilà, qu'on peut juger absolument délétère ou pas très intéressant, mais il y a quand même il y a quand même un truc esthétiquement. Voilà, je rejette pas ça non plus. Mais après, oui, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'images et peu de discours et peu de contenu, quoi, finalement. Très peu de contenu. Il y a beaucoup de gens qui parlent, mais il y a peu de contenu. Alors, si tu me le permets, il y a quand même, je trouve, hein, un paradoxe chez toi qui est de dire, en gros, d'être fier de ne pas être célèbre, de le revendiquer, et d'être en même temps, parce que tu es un peu un humoriste à succès qui intervient à la radio, à la télé, que les gens connaissent de plus en plus, qu'ils ont commencé à connaître même en 2011-2012. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'il y a quand même un paradoxe là-dedans? Bah, je sais pas parce que moi je me vis pas comme ça en fait. Voilà, je j'ai pas conscience de ça. Mais réellement, c'est que je suis toujours surpris quand quelqu'un vient me parler. Je reste très naïf par rapport à ça. Alors après en radio, faut savoir qu'on est en studio. En plus, on n'a plus de public à cause du Covid depuis 2 ans, donc on est vraiment les uns sur les autres. Enfin, on est 5-6 en studio. C'est une sorte d'équipe de petite bande et on n'a pas. Moi, j'ai jamais conscience vraiment d'être écouté. Et je l'ai eu parfois. Quand je me souviens d'une chronique que j'avais fait après l'assassinat de Samuel Paty, qui avait touché beaucoup de profs, parce que j'avais cité mes profs et je leur avais rendu hommage, où là je me suis dit, ah bah oui, je suis écouté parce que j'avais plein de retours en fait. Mais c'est à travers des moments comme ça en fait qu'on s'en rend compte. Mais sinon, à part les spectacles où les gens vous applaudissent, le reste, enfin, la vie en radio, en télé, tout ça, c'est assez confiné finalement. On est entre professionnels et le public n'a pas accès à ça directement, donc on est quand même assez protégé. Et moi, je me rends pas vraiment compte, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et je suis pas 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux à attendre les messages non plus des gens. Donc, je pense que je suis assez préservé et que c'est pour ça que, ouais, ça me touche pas non plus énormément, quoi. Parce que tu t'es mis sur TikTok, on va y revenir après, tu t'es mis aussi sur Twitch. Ouais. Alors, ah oui, Twitch surtout. TikTok, j'ai juste créé un compte pour ne pas qu'on me prenne mon nom et qu'on crée un compte à ma place. Parce que je trouve que dès qu'un média est créé, il faut avoir son compte, on le fait officialiser dès que possible, et comme ça veut dire que derrière, on peut pas avoir de ce que les gens appellent des fakes, quoi. C'est ça le début de la célébrité finalement. Je ne sais pas. Le début de la célébrité, c'est quand Instagram, en fait, quand sur Instagram, il y a des gens qui essaient de refiler des portables sous un faux profil avec votre nom. Ça m'est arrivé une fois et je me suis dit, mais pourquoi? Enfin, il y a vraiment des gens qui pensent que moi, Pasturo, avec mon discours sur France Inter, la radio est quand même de centre-gauche, je vais offrir des portables aux gens. Mais à un moment, il y a un problème. Et ça m'a fait rire, quoi. Voilà, c'est peut-être ça. Tout a commencé pour toi, hormis les radios associatives, effectivement, sur Radio Nova. En partie, ouais. Mais tu as eu aussi des expériences en télé. J'aimerais avoir ton avis parce que j'ai lu des passages d'interviews que tu avais donnés, mais je trouvais ça intéressant. Qu'est-ce que tu préfères entre la radio et la télé? La radio. La radio, bien sûr, parce que... Enfin, bien sûr. Non, il y a des gens qui préfèrent la télé. Moi, j'aime pas l'image, donc je n'aime pas me voir à l'écran, je me regarde jamais. Après, je sais que la radio, aujourd'hui, est filmée aussi, mais c'est
pas exactement pareil. C'est-à-dire qu'on est filmé en train de lire un papier, on n'est pas en train de draguer la personne de draguer le spectateur, quoi, en gros. Donc il y a un côté en télé qui s'apparente à une espèce de séduction que moi j'aime pas trop. Faut être maquillé, tout est long en fait, tout est long. En radio, vous arrivez, vous faites votre chronique, jusqu'au dernier moment, vous pouvez bouger 4 lignes, 5 lignes, c'est pas un problème. La chronique est finie, on la déchire, on passe à autre chose, terminé. Et ça, j'aime bien cette rapidité-là, cette rapidité d'action et qui permet jusqu'au dernier moment en fait de changer son propos. En télé, tout est beaucoup plus figé parce qu'il y a des équipes, faut préparer, faut envoyer les photos, on vous dit ah bah non, cette image on n'a pas les droits, on se prend la tête 10 fois. Pendant 3 jours, on communique avec des tas de gens, enfin c'est une usine à gaz, quoi. Moi j'aime bien la radio pour sa rapidité d'action. Bien. Et son insolence, parce que la radio c'est le média de l'insolence. En télé vous pouvez pas dire la même chose du tout. On est sûr de ça parce que sur France Inter, il y a quand même eu des humoristes qui ont été virés parce qu'ils ont dit des choses, bon, avec le pouvoir en place notamment. Ouais, et non, ils ont dit des choses par rapport à leur direction. C'est tout. Quand Stéphane Guillon a été effectivement mis à la porte et Didier Porte aussi, c'est parce que ce sont des gens qui tous les matins à un moment faisaient des trucs parlaient de la direction, ce que moi je trouvais très drôle. Hein. Je trouvais ça très drôle. Je me souviens d'une chronique où je sais plus lequel des deux imaginait la mort de Jean Lucas, qui était alors le patron de Radio France, donc avec le cercueil qui passait, enfin un truc incroyable, incroyable. Mais moi ça me faisait rire. Après effectivement, toutes les frontières sont franchies, donc à un moment le type là-haut dit bah non, je veux pas entendre ça tous les matins. Voilà, c'est. Mais on a quand même une bonne liberté en matière de politique, notamment. Plus on fait de choses, moins la qualité y est, Ouais. dis-tu. Est-ce que vouloir tout faire dans sa vie, tenter le maximum d'expérience, ça peut effrayer ? Ça peut effrayer qui? Le public, peut-être? Les deux. Ouais, les gens peuvent être perdus, ouais, par rapport à. C'est pour ça que moi je fais attention et que comme je suis présent au quotidien en radio, etc. Je fais attention à pas trop me montrer. Justement, je suis pas très présent sur les réseaux sociaux. J'évite de saturer l'espace parce qu'au bout d'un moment, moi-même parfois j'ai vu des gens, je me disais mais on n'en peut plus de cette personne, quoi. On la voit 24 heures sur 24, c'est insupportable. Donc voilà, je trouve qu'il faut faire attention à se préserver un peu et effectivement à pas être partout, ouais. Un humoriste qui devient animateur télé, pour toi, c'est... Pour moi, c'est un peu raté. C'est-à-dire que forcément, animateur télé, on perd de son insolence, on perd de sa liberté, parce qu'il y a des budgets à aller trouver, il y a des annonceurs, il y a beaucoup de choses au-dessus de soi, et je trouve que l'humoriste, pour être libre, pour être drôle déjà, doit être libre, totalement. C'est-à-dire que moi, je me fiche des sondages, je me fiche des annonceurs, j'arrive, je fais mon truc et je m'en vais. Et c'est le seul moyen, en fait, de continuer à être drôle, quoi. C'est d'avoir le moins de responsabilités possible. Dès qu'on a des responsabilités, on devient patron, et c'est vraiment différent. Est-ce qu'il vient en nous une forme de sagesse quand on réussit après 30 ans ? Quand on réussit après 30 ans, bah oui, parce qu'on vit pas les choses de la même manière. Moi, c'est ce que je dis. J'ai commencé la scène il y a 2 ans, à l'âge où normalement on commence le macramé ou le bridge, et on commence à regarder Question pour un champion. Voilà. Donc forcément, même si, je veux dire, là j'ai un bon succès, ça marche bien. Même si ce succès devenait délirant, je me laisserais pas griser comme si j'avais 22 ans, et effectivement que le monde entier était à genoux devant moi, parce qu'on vit pas les choses de la même manière. Je sais pas comment dire, mais on voit les choses de manière beaucoup plus ironique, quoi, et beaucoup plus décalée. Voilà, c'est pour ça que la célébrité aujourd'hui, ça m'apparaît comme quelque chose de factice. Mais si j'avais connu tout ça à 20 ans, je pense qu'effectivement, j'aurais pété les plombs un petit peu. Je serais devenu un peu fou et j'aurais cru moi-même que j'étais super. Voilà, ce qu'il faut pas. Donc tu aurais sombré dans la cocaïne. Alors peut-être pas parce que moi, je suis breton, donc nous c'est plutôt l'alcool de pomme, hein, et puis le chouchen tout simplement. Mais non, c'est pas une époque où il y avait beaucoup de drogue dure, en tout cas. Il y avait beaucoup d'herbes, mais c'est tout. Mais je sais pas dans quoi j'aurais sombré. Peut-être dans une forme de déprime, ce qui est déjà pas mal. Alors, t'avais sorti une chronique humoristique donc sur Inter et tu commences par cette phrase tu ne t'aimes pas vraiment. Oui. Est-ce que c'est ton côté Chirac, l'homme qui ne s'aimait pas vraiment? Ah, Chirac ne s'aimait pas vraiment? Non. En fait, je crois que Chirac avait un peu peur de lui-même, surtout. C'est-à-dire qu'il avait une nature très exubérante, très séductrice, et il était en permanence bridé par son entourage, sa femme, son entourage politique, etc. C'était quand même assez difficile. Après, moi, je sais pas. C'est pas que je m'aime pas, c'est que j'ai pas vraiment d'avis par rapport à moi et c'est plutôt, je sais pas, je cherche peut-être plus le regard des autres pour voir comment les autres me jugent, pour me juger moi-même. J'ai pas vraiment d'idée préconçue, quoi.
T'es assez badin vis-à-vis de toi-même finalement, ce qui est pas mal. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se soucient de leur image, qui quand un truc est raté, sombrent dans la tristesse, dans la colère, ils comprennent pas. Ah non, moi j'aime bien les ratages par contre. J'aime bien le côté un peu punk de tenter quelque chose avec les moyens du bord. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ça n'a aucune importance et on continue quoi. Et voilà, même si parfois, vous savez, quand vous êtes sur scène, parfois vous ratez un spectacle, il y a une soirée qui se passe pas bien, il y a des gens vraiment qui le vivent très très mal, quoi, et qui vont être, moi, je pense qu'il faut penser à la prochaine, quoi, et on reviendra dans cette ville-là, et on refera rire les gens sur autre chose, et enfin, tout ça n'est pas très grave, en fait, quoi. Voilà, c'est-à-dire que je trouve qu'on fait des métiers, le rire, les humoristes, je trouve qu'on fait des métiers qui sont des métiers normalement, de saltimbanque, et qu'il y a beaucoup là-dedans de gens qui se préoccupent beaucoup, effectivement, de leur image, de leur succès, de leur carrière, et je trouve que c'est un peu dommage parce que ça doit rester un truc de mauvais garçons et d'insolents, enfin, et de mauvaises filles aussi, mais de gens insolents, quoi, et qui n'ont strictement rien à faire des conséquences, quoi. Tes parents ont fait mai 68, ils étaient plutôt révolutionnaires alors? Ils étaient jeunes, ouais. Mon père surtout. Ouais. Est-ce que la politique est encore pour toi, ou dans ta vision de la société en général, est-ce que ça a encore un sens, toi qui considères la politique plus comme une pièce de théâtre ou un jeu, dans tes chroniques notamment, qu'autre chose? Bah, ça a un sens. Parfois, j'ai envie de penser que oui. Et parfois, je me rends compte que la plupart des décisions sont prises aujourd'hui à l'échelle européenne, tout ça. Donc finalement, et puis que les pays se tiennent un peu entre eux. Voilà, c'est ce qu'on appelle la mondialisation. Donc forcément, je pense que les hommes politiques ont beaucoup perdu, les hommes et femmes politiques ont perdu beaucoup de leur pouvoir, en fait. D'où le fait qu'on puisse en rire totalement et quasiment les traîner dans la boue dans des chroniques, il ne se passera jamais rien. Voilà. Après, moi, je continue à y croire, à l'action publique, à l'action politique, parce qu'en fait, ce qu'on retient, c'est souvent un peu l'écume, quoi, les petites polémiques, les petits trucs, mais si on suit vraiment certains politiques, on les voit parfois dans l'action, auprès d'associations, voilà, on voit leur action publique. Alors, il y a beaucoup d'images, mais derrière, de temps en temps, il y a des décisions qui sont prises et qui font écho dans le quotidien des gens, donc il ne faut pas non plus renier ça, mais je crois que la politique a perdu beaucoup comme ça a perdu en idéaux, en fait, tout simplement, on a du mal à s'enflammer, quoi, parce qu'on n'est plus dans ces années, effectivement, les années 60, 70, où les gens étaient très politisés et étaient prêts à mourir pour leurs idées. Vraiment. C'est-à-dire que dans les familles, quand on se fâchait pour la politique, mais il y a quasiment le gigot qui partait sur la belle-mère si à un moment on ne s'entendait pas. C'est-à-dire que c'était vraiment... Et les gens partaient fâchés. Moi, je me souviens d'engueulades incroyables, quoi. Aujourd'hui, ça n'arrive plus. Les gens, si les pro-vaccins, vont se fâcher avec les anti-vaccins. Voilà, c'est tout. Mais la politique génère plus ça, quoi, du tout. Tu disais dans une interview notamment que en off, hors caméra, les hommes politiques, avant un débat, se saluaient la main chaleureusement, demandaient comment ça allait la famille, tout ça, et que face caméra, ça s'invectivait, ça s'embrouillait, mais c'était factice, quoi. Ouais, non, alors c'est pas totalement factice, mais en tout cas c'est un jeu. Voilà, c'est un jeu, c'est là que c'est une pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'effectivement ces gens se saluent dans les coulisses parce que c'est normal, et on salue son adversaire. Hein, dans tous les sports de combat, avant d'envoyer des coups de latte dans la tête de l'autre, vous le saluez et vous le respectez. Donc ça c'est tout à fait logique. Moi, je me souviens, j'ai fait Zemmour et Nolo pendant 2 ans, donc l'émission quand même de débat. Alors, c'est il y a longtemps. Hein. Éric Zemmour n'était pas la personne d'aujourd'hui. Voilà, mais il n'avait pas l'ampleur qu'il a pris. Hein. Mais c'est vrai que les gens, même de gauche, voilà, les invités de gauche, venaient le saluer de manière très respectueuse, mais parce qu'ils savaient qu'après, ils allaient pouvoir vraiment débattre et lui en envoyer plein la tête, quoi. Et c'était un peu le respect qu'on doit à celui contre qui on va se battre. Donc ça, j'aime bien. Je trouve ça tout à fait normal que Mélenchon salue Marine Le Pen et lui serre la main avant un débat. Ça me choque pas du tout. Je trouve ça logique. Voilà. Mais après, effectivement, on se dit, bon, dans quelle mesure est-ce que parfois, quand ils se disputent, il n'y a pas un truc qui est joué et dans cette espèce de partie à deux, les deux ont intérêt à ce qu'il se passe un truc, quoi. Donc, effectivement, parfois, ça part un peu dans tous les sens et on se dit que les deux sont des acteurs, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter la brouille que tu as eue avec Franz-Olivier Gisbert après une chronique sur Bernadette Chirac? En fait, je pense pas que c'était une brouille réelle. C'est que j'ai sorti une vanne sur Bernadette Chirac, donc je ne me souviens même plus. C'était une émission de Franz-Olivier Gisbert il y a longtemps.
peut-être plus d'une dizaine d'années, dans lesquelles je me sentais en plus pas très à l'aise, quoi. C'est-à-dire que c'était une émission en direct, le vendredi soir, qui passait à partir de 23h30. Moi, mon passage, c'était à 1h du matin en direct. Et moi, je me souviens de gens dans le public qui dormaient physiquement, qui s'étaient endormis. Donc, c'est pas, on n'est pas dans l'humeur idéale pour faire rire. Et j'avais sorti une blague sur Bernadette Chirac, je sais plus exactement. Il se trouve que François Gisbert, je ne savais pas, était un proche de Bernadette Chirac. Moi, je le savais proche de Jacques, mais j'aurais dû en déduire quelque chose. Et même, je me serais pas interdit de le dire. Je ne sais pas s'il s'est fâché ou s'il a fait semblant de se fâcher parce que lui-même est un acteur né. Voilà. Et il sait créer des moments de télé. Il sait très bien le faire. Donc, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, après, on s'est revus sur les terriens avec Ardisson, etc. Et il s'en souvenait même pas, je crois, il était passé à autre chose, alors que moi qui imprime beaucoup les choses, je me disais mais comment ça va être ? Mon Dieu, je vais le revoir. Je me faisais tout un tas de plans, et en fait, il s'est rien passé, quoi. Voilà. Mais ma collaboration dans cette émission s'est arrêtée à ce moment-là, ouais, parce que on était arrivé au bout de ce qu'on avait à vivre, je pense, et puis ça marchait pas, et parfois vous n'êtes pas à l'aise dans une émission parce que c'est pas votre cadre, et vous serez meilleur dans l'émission d'à côté parce qu'il y a tout qui correspond, quoi. Mais ça, on le sait souvent pas avant, en fait. Au bout, justement, d'une année 2021 qui est en passe de se terminer, j'aimerais savoir comment toi, tu vois la prochaine. Est-ce que tu espères pour 2022 ? Ce que j'espère, c'est que déjà, on sorte du Covid, mais ça, on l'espère déjà depuis 2 ans, donc j'y crois. On n'ose même plus y croire, en fait. C'est quelque chose qui paraît abstrait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on nous parle de vie d'avant, on reprend la vie d'avant pendant 3 mois et on revient à la vie sous Covid pendant 6. Donc à chaque fois, il y a un retour de bâton. J'ai l'impression que ce virus, c'est un truc très chrétien, très catholique. C'est-à-dire que dès qu'on s'amuse un peu, tac, on arrive derrière, on dit non, là, vous avez quand même abusé. Donc vous avez la punition. Pour 6 mois, on va rien faire. Et voilà. Après, si on continue à vivre masqué, c'est qu'on fait quand même des spectacles, qu'on vit à peu près nos vies normalement. Ça me pose pas trop de problèmes. Après, je trouve que ce serait bien d'en sortir. Et que, du coup, l'ambiance redevienne, en France et ailleurs, redevienne un peu moins tendue. Parce que là, on a l'impression quand même que tout le monde est un peu à cran, quoi. Voilà. Vous prenez votre scooter, il y a tout le monde qui vous insulte. Voilà. Vous êtes à pied, vous prenez la tête avec des gens. Enfin, c'est pas moi. Moi, je suis gentil, normalement. Mais, donc, je ne sais pas. J'ai l'impression que vraiment, on est tous, quand même bien tendus, qu'on va vers un avenir qui est quand même assez flou, catastrophe climatique, virus, pandémie, l'eau qui monte. On se dit mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Je crois qu'on est un peu dépassé par les événements. Et c'est pour ça que la politique, moi j'ai un regard assez distancié, parce que je me dis finalement, les politiques, ils n'ont pas agi quand ils devaient agir. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on devait limiter. C'est à ce moment-là qu'il fallait limiter les gaz à effet de serre, les effets de CO2, etc. Ce sont des gens qui ont renoncé, en fait, parce qu'ils savaient tout. Les scientifiques leur disaient tout. Et par opportunisme ou par fainéantise, ils n'ont rien fait, quoi. Donc c'est pour ça que moi, j'ai renoncé à la politique, parce que je pense qu'on a été trahis collectivement par l'ensemble des gouvernements du monde. Mais voilà, c'est peut-être atroce, ce que je dis, mais en tout cas, je suis assez désabusé. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. C'est des gens qui n'ont rien fait. Merci. Et qui seront jugés un jour, sans doute. Pas par un tribunal, mais par l'histoire, quoi. Ce qui est pire, en fait. Ce qui est pire. Merci beaucoup. Merci. Tanguy, c'était une dernière réponse assez franche du collier. Je ne sais pas. Désolé si j'ai cassé l'ambiance. Non, c'était très bien. C'était très bien. Bon. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Merci.